Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au mercredi de la découverte organisé par l'Université d'Évry. Aujourd'hui, nous allons parler de chimie. Alors pour cela, nous laisserons la parole tout à l'heure à Madame Léon, puis ensuite à une professionnelle du secteur, et enfin un étudiant qui nous fera un retour d'expérience sur ses études en chimie. Je vous laisse la parole. Madame Léon, pardon, excusez-moi, est enseignante-chercheuse, maître de conférences et donc fait partie du département de chimie à l'Université d'Évry. Merci. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la licence de chimie. Je suis effectivement la responsable de cette licence de chimie, qui est une licence qui est en cours de création puisque la nouvelle offre de formation a commencé cette année. Donc d'abord, je vais vous présenter quelques chiffres sur l'Université d'Évry. Donc l'Université d'Évry, c'est une université qui est relativement jeune, qui date de 1991. On va bientôt fêter nos 30 ans. Qui occupe une surface de 107 000 m², donc répartie à différents endroits, dont je vous montrerai un plan tout à l'heure, dans laquelle il y a plus de 12 000 étudiants, 600 personnels enseignants permanents, 1200 personnels enseignants vacataires. Il y a beaucoup de vacataires parce qu'on fait régulièrement appel à des spécialistes dans les différents domaines, et 290 personnels BIATS. Donc ce qu'on appelle le personnel BIATS à l'université, c'est tout le personnel non enseignant, donc à la fois bibliothèque, ingénieur, administratif, technicien, etc. Donc en termes de formation, l'Université d'Évry est une formation extrêmement pluridisciplinaire, pas du tout centrée sur certains domaines. On a 160 formations qui sont proposées dans beaucoup de domaines. Un des rares domaines où on n'est pas présent, c'est en études de santé. Il n'y a pas de PACES à l'Université d'Évry. Il y a 5 unités de formation et de recherche qu'on appelle UFR, un institut universitaire de technologie, une école d'ingénieurs associés à l'NCA, et puis une école supérieure du professorat et de l'éducation. C'est l'école qui forme les enseignants du premier degré, donc les enseignants de primaire, professeurs des écoles. En termes de recherche, il y a 18 laboratoires de recherche et 7 écoles doctorales qui sont dans le cadre de la Commu Paris-Saclay. Donc la Commu Paris-Saclay, c'est un regroupement d'universités et d'écoles sur le sud et l'ouest de la région parisienne, avec l'Université d'Évry, l'Université d'Orsay et l'Université de Versailles-Saint-Quentin, et puis un certain nombre d'écoles d'ingénieurs, dont l'ENS Paris-Saclay par exemple. Donc pour l'instant, nous ne sommes pas encore intégrés à l'Université Paris-Saclay, nous sommes associés à l'Université Paris-Saclay. Nous mutualisons quasiment l'intégralité de nos masters, nous mutualisons nos écoles doctorales, et par contre les licences pour l'instant sont encore séparées, mais elles commencent déjà à se regrouper, c'est-à-dire que en fait, l'offre de formation a été construite en collaboration entre les différentes universités. À terme, l'Université d'Évry devrait rejoindre l'Université de Paris-Saclay, rejoindre en termes administratifs, il n'est pas du tout question de déménager à Orsay. Donc le campus universitaire, il est relativement grand, il y a même des choses qui sont à Brétigny ou qui sont un peu plus éloignées, mais globalement, en premier cycle, on est assez regroupé autour de 3-4 bâtiments qui sont assez centraux, dont l'administration et les étudiants dans leurs 2 premières années d'université en général sont relativement localisés au même endroit. Donc la licence de chimie proprement dite. Donc comme je viens de vous dire, l'Université d'Évry a entamé sa nouvelle offre de formation à la rentrée 2020. Donc on a reconstruit une licence de chimie qui n'existait pas jusqu'à présent, puisque jusqu'à présent nous avions une licence de physique-chimie. Et là, nous avons créé une licence de chimie et une licence de physique. Donc cette année, nous n'avons ouvert que la première année. Et à partir de l'année prochaine, nous ouvrirons la 2e et la 3e année. Donc je vais vous présenter les différents cursus universitaires. Ensuite, je vous présenterai plus particulièrement le contenu de la licence de chimie. Je vous parlerai des débouchés de la licence de chimie et puis aussi de la vie universitaire qui parfois est un peu une inconnue pour les lycéens. Donc l'architecture du LMD se présente comme ça. Donc je vous ai mis en haut en gris
les anciennes appellations hein, qui sont maintenant plutôt pour vos parents, hein, d'accord? C'est quelque chose qu'on n'utilise plus depuis un certain temps. Donc on a 2 premières années de licence qu'on appelle L1 et L2, puis une 3e année de licence qu'on appelle L3. À la fin de la 2e année de licence, on peut aller soit en L3 classique, normal, et dans ces cas-là, comme c'est très généraliste, on devra quasiment obligatoirement continuer par un master. Ou alors, si on veut raccourcir ses études et on ne veut pas aller jusqu'au master, dans ces cas-là, après un L2, il vaudra bien mieux s'orienter vers un L3 Pro qui permettra de rentrer dans le monde du travail à la fin de la 3e année avec son diplôme de licence. On peut aussi intégrer le L3 via un IUT, d'accord, mais c'est moins facile parce que les enseignements d'IUT sont un petit peu plus appliqués. Et donc, il risque de manquer un peu de matière plus fondamentale. Il y aura une meilleure connaissance pratique, par exemple, mais un peu moins de fondamentale. Et puis, je vous ai mis tout en bas BTS 1, BTS 2. Alors, BTS 1, BTS 2, pour rejoindre un L3, là, pour le coup, c'est vraiment compliqué et ça risque d'être un peu difficile, mais avec un bon BTS, ça reste quand même possible. Ensuite, si jamais on fait un L3 généraliste, ensuite, on va faire un master. Donc, un master 1-2 recherche ou un master 1-2 professionnel. Alors maintenant, souvent, c'est les mêmes, avec une option plus professionnalisante ou une option plus recherche. L'option recherche menant au doctorat et l'option professionnalisante amenant sur le marché du travail avec un bac plus 5. Donc, voilà la construction des licences scientifiques à l'université d'Evry. Donc, j'ai mis hors STAPS parce que les enseignements ne sont pas du tout mutualisés avec le STAPS. Donc, nous avons, comme vous pouvez le voir à gauche, 4 portails. On a un portail sciences de la vie chimie, tout en bas, un portail physique chimie, un portail mathématiques physique et un portail mathématiques informatique. Ça veut donc dire qu'en première année de licence, vous ne vous inscrirez pas ni en licence d'informatique, ni en licence de maths, ni en licence de physique, ni en licence de chimie. Vous passerez d'abord par un portail. Donc, sur Parcoursup, ce que vous allez trouver, ce sont les portails. Donc, en ce qui nous concerne, nous, pour la licence de chimie, vous avez le choix entre le portail de physique-chimie ou le portail de sciences de la vie-chimie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de la chimie, les enseignements sont exactement les mêmes dans ces 2 portails. Donc, en fait, ce qui va changer, c'est ce qu'il y aura autour. Est-ce que vous voulez plutôt faire la chimie à l'interface des sciences de la vie ou plutôt à la chimie à l'interface de la physique? Il est bien évident qu'il y aura aussi plus de mathématiques dans le portail physique-chimie que dans le portail sciences de la vie-chimie. En termes de chimie, c'est exactement pareil. Ensuite, en 2e année, là, vous allez effectivement choisir une mention. Donc, la mention informatique, la mention mathématique, la mention physique, la mention chimie ou la mention sciences de la vie. Dans la mention chimie, comme vous pouvez le voir dans mon encadré bleu, il va y avoir 3 parcours. Un parcours chimie, réellement, un parcours interface physique-chimie et un parcours interface biologie-chimie. Le parcours interface biologie-chimie est commun avec la licence de chimie et la licence de sciences de la vie. C'est exactement le même parcours que vous soyez inscrit dans l'un ou l'autre de la licence et vous aurez exactement les mêmes enseignements et vous serez même ensemble. Ce sera une seule entité. La seule chose, c'est que en fonction de la licence dans laquelle vous serez inscrit, votre diplôme sera chimie interface chimie bio ou sciences de la vie interface chimie bio. Du coup, ça, en fonction de ce que vous voulez faire après, ça peut vous permettre de choisir entre les deux, mais sinon, c'est exactement le même enseignement. Vous avez exactement le parallèle avec l'interface physique-chimie, d'accord, qui est commun avec la licence de physique. D'accord. Et donc, tous les enseignements sont effectivement exactement les mêmes, que vous soyez inscrit dans l'une ou l'autre de la licence. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les enseignements de l'interface physique-chimie, globalement, ça va être une partie des enseignements de la licence de chimie et une partie des enseignements du parcours de physique. Il y a très peu d'enseignements qui sont spécifiques à l'interface physique-chimie. Donc, en fonction de ce que vous voulez faire après, alors il est évident qu'au lycée, vous avez tendance à dire physique, et physique, ça veut dire physique-chimie. À la fac, la physique et la chimie, ce sont 2 choses différentes. Donc, il va falloir que vous intégriez ça, c'est-à-dire la physique et la chimie sont 2 choses différentes. Quand on parle de physique
à la fac, on parle vraiment de physique et non pas de physique-chimie. D'accord? Bien, l'interface physique-chimie, il sert essentiellement aux gens qui voudraient passer le CAPES de physique-chimie, puisque les enseignements de lycée et de collège sont communs à la physique et la chimie. Donc le CAPES, il n'y a pas de CAPES de physique ou de CAPES de chimie, c'est un CAPES de physique-chimie. Donc je vais commencer par le portail de physique-chimie. Donc le portail de physique-chimie, comme je vous ai dit, il va conduire soit à une licence de physique, soit à une licence de chimie, soit à l'interface physique-chimie, d'accord, qui peut être soit dans le parcours physique, soit dans le parcours chimie, ça c'est vous qui déciderez. Donc, voilà le tableau des enseignements. Alors c'est un gros tableau dans lequel il y a beaucoup de choses, qui sont peut-être pas très simples à comprendre pour vous, mais je vais juste vous montrer quelques petites choses. D'abord, donc ce tableau, vous avez un code, d'accord, le code de l'enseignement. Ensuite, vous avez le nom de la matière. Ensuite, vous avez obligatoire ou optionnel. Bon, en général, en première année, il n'y a pas beaucoup d'options. Ensuite, CM, c'est le nombre d'heures de cours magistraux, donc les cours en amphi, en grosse promo. Les TD, c'est les exercices qu'on fait en salle de TD, c'est globalement l'effectif que vous aviez au lycée, voire un petit peu moins, c'est une trentaine d'étudiants. Hein, c'est ce qu'on pourrait appeler le groupe classe, quoi, comme au lycée. Et puis les travaux pratiques, qui sont soit en demi-groupe, soit en groupe entier, mais dans ces cas-là, avec 2 enseignants. Et puis tout à droite, vous avez les coefficients. Donc vous remarquez qu'il y a à gauche des codes. Donc vous avez un premier code qui s'appelle GD, ça veut dire groupe disciplinaire. Donc on a un GD11, GD12, GD13. Hein, la première lettre, c'est parce que c'est le premier semestre. Donc vous avez des maths, de la physique et de la chimie. Exactement autant, enfin exactement, à quelques chouilles après, autant de physique que de chimie dans le portail. Des mathématiques, beaucoup au début, autant que de physique et de chimie. Et au fur et à mesure que vous allez avancer dans votre scolarité, les mathématiques vont se réduire. D'accord? On a besoin de bases en mathématiques. Il y a pas mal de bases de mathématiques en première année. Il y en a un petit peu moins au deuxième semestre, un peu moins en deuxième année et encore moins en troisième année. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle des GT, donc ça veut dire groupe transverse, donc des enseignements plus transversaux. Donc on a le PIX, qui est les compétences numériques que vous avez déjà fait au collège et au lycée, mais à un niveau supérieur. Hein. Ensuite, vous avez de l'anglais, vous avez de la méthodologie, donc c'est de la méthodologie de travail universitaire essentiellement. Ensuite, vous avez un groupe qui s'appelle GO, qui veut dire groupe d'ouverture, d'accord? Et là, vous avez l'émulateur. Donc l'émulateur, comme c'est marqué dans la colonne, c'est obligatoire pour les WICI, d'accord? Les WICI sont les gens qui ont postulé sur la filière et à qui on a dit « on vous prend dans notre filière, mais on pense que votre bagage, il est insuffisant pour bien réussir, ou il est peut-être pas insuffisant, mais au moins léger, d'accord? Il est fragile, on va dire. Et donc, du coup, vous aurez des enseignements d'émulateurs qui sont des enseignements de physique ou de chimie, mais abordés complètement différemment, sous forme de projets, sous forme de jeux, ce qu'on appelle les serious games, hein, des jeux sérieux. Et puis, une autre partie émulateur qui concerne plutôt soi, donc il y a une partie, ça peut être sur les dyslexiques, ça peut être de la sophrologie, ça peut être de la méthodologie, ça peut être voilà, du théâtre, des choses comme ça, hein, pour ceux qui auraient moins des problèmes de vraie physique ou chimie, mais plus des problèmes d'organisation ou de choses comme ça. Et puis on a le PPEI, qui est le projet personnel d'études et d'insertion. Donc, les étudiants qui sont WICI seront obligés de faire l'émulateur. Et les étudiants qui ne sont pas WICI, je ne sais pas si on leur proposera l'émulateur. En fonction des places qu'on a, des fois on l'ouvre aussi aux étudiants qui le souhaiteraient. Bien, si c'est une question que vous vous posez, en règle générale, les gens qui sont WICI dans le portail physique-chimie, c'est tous les gens, tous les lycéens qui n'ont pas un bac S, tous les lycéens qui ont un bac STI 2D, qui ont un bac ES, etc. Alors, évidemment, maintenant, le bac change hein, cette année, donc du coup, ça ne sera plus les mêmes critères, mais voilà, en gros, c'est ceux qui n'ont pas fait l'option qui serait nécessaire pour venir chez nous.
ou alors des gens qui l'ont faite mais qui ont vraiment des notes relativement faibles dans les matières vraiment fondamentales. Madame Léon, on a une question. Alors, est-il possible d'entrer en licence SDV Chimie si on a comme spécialité mathématiques, physique, chimie? Alors oui, mais si vous n'avez pas l'option, enfin la spécialité SVT, bah, pour le coup, vous rentrez exactement dans ce que je viens de dire là, c'est-à-dire que vous risquez d'être ici parce qu'effectivement, il va vous manquer des bases en SVT. Après, si le but, c'est vraiment de faire de la chimie, en ayant pris ces spécialités-là, il vaut mieux passer par le portail physique-chimie que par le portail sciences de la vie-chimie. Le problème, en fait, c'est qu'il ne faudrait pas se retrouver en difficulté en sciences de la vie et du coup ne pas réussir à valider son année parce qu'on a été en difficulté dans la matière. Mais ça reste possible. Voilà. Donc ensuite, les enseignements du deuxième semestre, donc sur le même principe, donc je vais passer un peu plus vite. On a encore donc des mathématiques, de la physique, de la chimie, on a cette fois-ci de l'informatique, on a de l'anglais et on a ce qu'on appelle les unités d'enseignement libre, qui sont des unités complémentaires, qui sont complètement, qui n'ont absolument rien à voir avec la filière ou presque, d'accord? Donc vous allez avoir des UE libres de sport, des UE libres de théâtre, des UE libres de langue aussi, d'accord, deuxième langue, langue grand débutant, etc. Mais aussi des UE libres qui peuvent avoir un rapport avec votre mention, comme chimie et beauté, comme chimie et cuisine, comme astronomie, enfin voilà. Donc il y a quand même des UE libres qui sont en rapport avec votre filière et des UE libres qui ne le sont pas. Donc ça, c'est pour le portail physique-chimie. Et donc si vous regardez les coefficients, vous verrez que du coup, à chaque fois, le coefficient de la physique et de la chimie est le même et que les coefficients de maths sont relativement similaires pour la première année. C'est effectivement souvent un frein pour certains étudiants, mais c'est nécessaire d'avoir des bases de mathématiques pour pouvoir continuer. Donc maintenant, le portail sciences de la vie-chimie. Donc dans le portail sciences de la vie-chimie, d'accord, il va conduire à 4 parcours en deuxième et troisième année, 3 qui font partie de la licence sciences de la vie, le parcours biologie santé, le parcours biologie informatique. Il faut savoir que c'est une spécificité de l'université d'Evry. On est très pointu au niveau de la bioinformatique, qui est différent de la double licence biologie et informatique, qui doit s'appeler d'ailleurs sciences de la vie et informatique, d'accord? Alors que là, c'est juste un parcours, c'est pas une double licence. On a l'interface biologie-chimie, d'accord, donc à l'interface des deux mentions, et le parcours chimie, qui dépend de la licence de chimie. À la fin de ce portail, donc du coup, non, excusez-moi, je vous montre d'abord les enseignements des semestres. Donc, vous voyez que ça ressemble beaucoup à ce qu'on a vu tout à l'heure, sauf qu'on a remplacé la biologie par, on a remplacé la physique par de la biologie. Donc vous avez un gros groupe disciplinaire, alors c'est regroupé différemment, mais ça revient au même, dans laquelle on a la biologie et la chimie. Ensuite, on a des mathématiques, de l'informatique. Donc vous voyez, pour les mathématiques dans le portail sciences de la vie-chimie, c'est un coef de 4,5, alors que dans le portail physique-chimie, c'est un coef de 7,5. Donc il y a moins de mathématiques en sciences de la vie-chimie. Ensuite, vous avez de l'anglais, de la méthodologie de travail universitaire, qui est moins présente que dans le portail physique-chimie, mais parce qu'il y en a aux 2 semestres. L'émulateur, qui est une caractéristique de tous les L1 de l'université d'Evry, et ensuite une option à choisir entre biologie, géologie ou physique. Les étudiants qui veulent aller en licence de chimie après ont besoin d'avoir un certain nombre de bases en physique, et donc on leur conseille fortement de faire l'option de physique dans ce semestre-là. Ensuite, au deuxième semestre, on a donc à nouveau un gros groupe disciplinaire de biologie, un groupe disciplinaire de chimie, de la physique et de la bioinformatique. Ensuite, on a de l'anglais, une autre méthodologie et le PIX. Donc vous voyez que le PIX qui est au deuxième semestre en sciences de la vie-chimie, alors qu'il était au premier semestre en physique-chimie. L'UE libre, qui est exactement la même chose que le portail, et une UE à choisir en option entre chimie, biologie et géologie. Les options de géologie de ce portail sont faites pour ceux qui veulent passer le CAPES de sciences de la vie. Donc, ici, vous avez du coup une synthèse de l'intégralité de ce que je viens de vous montrer. Donc, un des 2 portails, d'accord, sciences de la vie, chimie ou physique-chimie. Ensuite, la licence de chimie avec ses 3 parcours, d'accord.
Et ensuite, en L3, pareil, la licence de chimie avec ces 3 parcours. Donc, je vous ai mis des flèches pour tout ce qui est des suites logiques, d'accord? Et je vous ai mis des flèches en pointillés pour les choses qui vont être un petit peu plus compliquées, d'accord? C'est-à-dire que, par exemple, si vous devez faire le portail, si vous devez aller en parcours chimie en L3, et qu'en L2, vous êtes allé dans l'interface physique-chimie, ça reste possible, d'accord? Mais par contre, c'est un petit peu plus difficile que si vous aviez fait le bon. En fait, en gros, il y a un parcours classique, et après, il y a d'autres possibilités qui vont vous demander peut-être un petit peu plus de travail pour rattraper une UE que vous n'auriez pas faite. Les débouchés, à la fois les différents masters, tous les masters de l'université Paris-Saclay, hein, je vous ai dit, la plupart des masters sont mutualisés, des écoles d'ingénieurs et l'insertion professionnelle. Alors, on a une question. Peut-on se diriger vers l'astronomie si on a pris maths physique au lycée? Oui, bien sûr. C'est même, je pense que c'est même ce qu'il faut prendre au lycée pour pouvoir aller vers l'astronomie. Oui. Et dans ces cas-là, je pense qu'il vaut mieux aller dans le portail maths physique, mathématiques physiques. Donc, alors, si tel est votre souhait, d'ailleurs, je vous conseille d'assister au mercredi de la découverte de la licence de physique, hein, où là, vous aurez sûrement des réponses plus pointues à vos questions. Donc, les débouchés de cette licence, donc vous avez des bases solides et généralistes, hein, qui vous permettent d'aller vers des différents masters, qu'ils soient de recherche ou professionnels, ou encore vers les écoles d'ingénieurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous voulez aller vers une école d'ingénieurs, vous pouvez intégrer un M2, d'accord? Ensuite, faire un doctorat, vous serez équivalent d'ingénieur. Mais vous pouvez aussi passer des concours d'école d'ingénieurs, et là, les concours, il y en a à tous les niveaux. Il y a des concours à la fin du L2, il y a des concours à la fin du L3, et il y a des concours à la fin du M1. Il y a des écoles qui recrutent sur dossier, il y a des écoles qui recrutent sur concours, il y a des écoles qui recrutent sur les deux, d'accord? Donc, il y a vraiment différentes façons d'intégrer. En chimie, c'est pas ce qui se fait le plus souvent. Mais c'est pas parce que les gens échouent, c'est parce que les gens ne le font pas. Ça se fait beaucoup plus en physique, par exemple, d'intégrer des écoles d'ingénieurs. Après, c'est pas parce que les étudiants échouent, c'est juste parce que les étudiants, bah, ils le font pas, quoi. Ensuite, on peut intégrer le domaine de la recherche. La voie de choix étant d'aller jusqu'au M2, Master 2, et de faire un doctorat. Et puis, on peut aller vers l'enseignement. Donc, pour le professorat des écoles, il faut faire L2, L1, L2, et on a un L3. Donc là, j'ai marqué PE parce qu'il s'appelle encore PE cette année. Mais à partir de l'année prochaine, je ne connais plus son nom, mais il a un autre nom. Et c'est un L3 qui est spécifique pour conduire au professorat des écoles. C'est-à-dire que vous avez à la fois du français, des maths, des sciences. D'accord? C'est vraiment spécifique pour ça. Et vous pouvez faire n'importe quel L1, L2. Et ensuite, vous faites un L3 avec le parcours professorat des écoles. Si vous voulez enseigner plutôt en collège et en lycée, alors il faut faire un L2, L3 interface physique-chimie, tout le temps, du début jusqu'à la fin, et faire ensuite un master MEF, donc pour l'enseignement du second cycle. Je ne m'étendrai pas trop là-dessus parce que les concours d'enseignement et les filières d'enseignement sont en pleine refonte en ce moment, et donc je ne pourrais pas être très précise sur les métiers de l'enseignement. La seule chose qui est sûre, c'est qu'il faut rester à l'interface de la physique et de la chimie. Donc, les secteurs d'activité dans lesquels on peut travailler en chimie. Donc, il y a l'agroalimentaire, la chimie pure et dure, les biotechnologies, l'environnement, les matériaux, l'énergie, l'industrie cosmétique. J'ai pas mis, mais il y a aussi l'industrie pharmaceutique, le contrôle qualité, l'informatique, hein, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus aussi, hein, l'informatique, les simulations, les modélisations, d'accord, de phénomènes chimiques à l'aide de l'informatique, d'accord, et puis le domaine de la recherche et de l'enseignement. Donc, là, je vous présente le devenir de nos étudiants. Alors, la diapo, elle est un petit peu ancienne, mais comme c'est toujours à peu près les mêmes choses, je ne l'ai pas spécialement refaite. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le devenir de nos étudiants de physique-chimie, puisque la licence de chimie n'existait pas encore, hein, d'accord ?
Donc du coup, vous voyez qu'il y a des gens qui sont en master, il y a des gens qui ont intégré donc l'UTC, c'est l'Université technologique de Compiègne, il y a aussi l'UTT qui est l'Université technologique de Troyes, il y a des tas d'étudiants qui sont allés dans différents masters, donc le master de physique fondamentale de Paris-Saclay, le master matériaux de Paris-Saclay. Vous voyez qu'il y en a un qui a intégré l'ENS à Lyon. Il y en a qui intègrent des grandes écoles. Alors il est bien évident que par contre pour intégrer une grande école, il faut avoir une belle licence, hein, d'accord? C'est des bons élèves, hein. Mais bon, on en a aussi un qui a été intégré l'école centrale de Lyon. Bien sûr, ça faisait partie de nos meilleurs éléments, hein. Faut pas non plus s'imaginer que c'est facile, mais c'est tout à fait possible. On en a un certain nombre qui sont en master de chimie de l'Université Paris-Saclay, puisque en fait on a un master, on a un M1 ici sur le site d'Evry, d'accord, M1 de chimie. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup d'étudiants qui restent ici en M1 de chimie. Il y a le domaine aussi de l'aéronautique, l'automobile, hein, les STACA, c'est des écoles dans ce domaine. Ensuite, du coup, qu'est-ce que c'est que la vie universitaire? Alors, les légendes vont bon train sur la vie universitaire. Entre on n'a jamais cours, on doit travailler tout seul chez soi, entre on est un numéro, personne ne s'occupe de nous, il faut être complètement autonome. Bon, ça, c'est des choses qui n'ont plus tellement lieu d'être. Donc déjà, c'est 22 à 24 heures de cours par semaine, en moyenne. Ce qui correspond à peu près au nombre d'heures de cours que vous aviez quand vous étiez au lycée, voire même au collège. C'est pas énorme, c'est sûr que si on a 4 heures de transport par jour, ça commence à charger les semaines. Mais si on n'a pas trop de transport, c'est pas énorme. Il y a des cours en amphi, des TD en petits groupes d'une trentaine d'étudiants, des TP aussi bien en physique qu'en chimie et qu'en informatique. La quantité de travail personnel à fournir, j'ai mis 10 à 15 heures par semaine. Alors évidemment, elle est très très variable en fonction de vos capacités. Il y en a qui vont travailler 8 heures et qui vont s'en sortir très très bien. Et il y en a qui auront besoin de travailler 20 heures. Faut pas se faire d'illusions. Et donc pour vous rendiez un petit peu compte, je vous ai mis l'emploi du temps d'une semaine. Donc vous voyez nos plages horaires. La plage 1 c'est 8h30, 10h. La plage 2 c'est 10h15, 11h45. La plage 3 et 4 qui se chevauchent, c'est 12h, 13h30 ou 13h, 14h30. Ce chevauchement de plage est fait pour que, quoi qu'il se passe, vous ayez toujours un moment pour déjeuner, parce que si vous avez cours en plage 3, du coup, vous ne pouvez pas avoir cours en plage 4, et vice-versa. Ensuite, la plage 5, 14h45, 16h15, et la plage 6, 16h30, 18h. Il existe une plage 7, 18h15, 19h45, à laquelle, en sciences, on n'utilise quasiment jamais cette plage. Par contre, il faut reconnaître qu'on utilise souvent la plage 1, les étudiants commencent souvent à 8h30. Donc, il y a une question? Alors, une autre question concernant le nombre de places en amphithéâtre. Alors, pardon, le nombre de personnes présentes en amphi. Alors, ça dépend des portails. En fait, dans le portail physique-chimie, vous serez environ une petite centaine, un peu moins de 100. Alors, un peu moins de 100 inscrits, hein, donc tous les étudiants ne vont pas en amphi. Mais voilà, grand maximum 100. Et dans le portail Sciences de la vie-chimie, ce sera plutôt 200. Voilà. Sachant qu'on a la chance d'avoir des amphithéâtres qui sont suffisamment grands pour pouvoir accueillir l'intégralité des étudiants. Puisque on a 2 amphis qui font 300 places, donc normalement, on n'a pas de problème de surcharge des amphithéâtres. Donc du coup, vous voyez hein, que vous avez cours de 8... Alors des fois de 8h30 à 18h, c'est quand même pas très souvent. D'accord. Vous avez des plages de cours d'1h30. Alors, vous voyez qu'en violet, c'est les cours magistraux, en jaune, c'est les TD. Et ça, ce que vous avez là, en fait, c'est la copie de ce que vous verrez sur l'emploi du temps en ligne, d'accord, qui est l'interface web de nos emplois du temps. Ce qu'il faut savoir, c'est que, contrairement au lycée, votre emploi du temps, il va changer assez régulièrement. C'est-à-dire que, par exemple, le cours magistral de chimie organique, il est le mercredi à 8h30, il sera quasiment toujours le mercredi à 8h30. Votre TD de biologie 1, il est le mercredi à 10h15, il sera très certainement toujours le mercredi à 10h15. Par contre, vous allez avoir une semaine un TP, que vous n'aurez pas la semaine d'après, ou alors une séance de révision, ou alors une séance de soutien. Donc il y a quand même des choses qui changent à peu près régulièrement, et en plus, il y a des
enseignements qui ne durent pas toute la durée du semestre. Donc des fois, ça va s'arrêter un mois avant la fin ou des choses comme ça. Les TP, donc quand c'est le matin, c'est 8h30, 12h30. Quand c'est l'après-midi, c'est 14h, 18h. Pour les TP qui durent 4 heures. On fait de plus en plus de TP qui durent 3 heures. Donc dans ces cas-là, ils sont sur les plages horaires, c'est 2 plages de suite. Ensuite, donc comment c'est organisé en termes de notation? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est sur des crédits européens qu'on appelle ECTS. Chaque semestre vous donnera 30 ECTS. Du coup, une année, ça va être 60 ECTS et une licence, ça va être 180 ECTS. Si vous avez 180 ECTS, vous avez du coup une licence, quel que soit le pays d'Europe où vous allez. Normalement, ça a été fait pour qu'on puisse faire un semestre en Allemagne, un semestre en France, un semestre en Angleterre, un semestre en Espagne. Concrètement, c'est quand même pas souvent comme ça que ça se passe, mais on peut quand même aller faire une année. Alors en général, c'est pas la première année parce qu'il faut quand même le temps de l'organiser, c'est souvent en L3. Voilà, on peut partir une année ou un semestre quelque part. Il faut savoir que tout se passe vraiment par semestre à l'université, c'est-à-dire qu'au mois de janvier, les classes, elles changent, l'emploi du temps, il change, les matières, elles changent, l'intégralité de vos enseignements change à la fin du semestre, au mois de janvier. Donc là, par exemple, ils finissent leurs enseignements et à la rentrée de Noël, ils ont une semaine de révision, puis ils auront leurs examens et après, ils attaqueront le deuxième semestre. Alors, je ne l'ai pas mis, mais la durée de l'année universitaire, ça commence quasiment en même temps que les scolaires, tout début septembre. Et ça se finit quand on ne va pas au rattrapage, fin mai à peu près, mi-mai, fin mai. Donc, du coup, comment vous allez être noté? Il va y avoir du contrôle continu et ou des devoirs surveillés qui font partie du contrôle continu. Contrôle continu, c'est des évaluations pendant les TD. Devoirs surveillés, c'est un petit peu plus organisé, c'est un examen tous ensemble, etc. En fin de semestre, en janvier et au mois de mai, vous avez vos examens. Et ensuite, vous avez la seconde session. Donc j'ai mis juin, début juillet, mais en général, ça reste sur juin quand même. On essaye de ne pas déborder sur début juillet. Là, vous avez la session de rattrapage. D'accord, qui maintenant s'appellera plus seconde session, mais seconde chance, qui n'est pas pareil que le rattrapage du bac, puisque la seconde chance, elle est proposée à tout le monde. C'est vraiment une seconde chance, d'accord. Vous recommencez une épreuve, quelles que soient vos notes de première session. Vous pouvez avoir eu 4 et vous repassez quand même les matières. Donc du coup, ensuite, vous allez avoir un certain nombre de compensations entre matières. Donc si vous avez la moyenne à l'année, du coup, vous avez validé votre année, même si vous n'avez pas validé toutes les unités d'enseignement. Par contre, vous avez les groupes d'enseignement. Alors, je vous rappelle que tout à l'heure, je vous avais montré, il y a les groupes disciplinaires, les groupes transversaux, les groupes d'ouverture. Ce qu'il faut savoir, c'est que les groupes disciplinaires ne peuvent pas être compensés par les autres. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez la moyenne à l'ensemble des groupes disciplinaires. Alors, je n'ai pas dit à chaque groupe disciplinaire, mais il faut que l'ensemble des groupes disciplinaires, vous ayez la moyenne. Si je prends l'exemple de la licence du portail Sciences de la vie chimie, par exemple, vous avez le droit de ne pas avoir la moyenne en sciences de la vie, vous avez le droit de ne pas avoir la moyenne en chimie, mais il faut que les deux réunis, vous ayez la moyenne. Ce n'est pas avec l'anglais que vous pourrez compenser les sciences de la vie ou la chimie. Ensuite, donc les taux de réussite. Donc, en première année, le taux de réussite, alors c'est des chiffres qui ne sont pas les chiffres de cette année. Alors, les chiffres de l'année dernière, de toute façon, on ne peut pas en parler. Étant donné les conditions sanitaires, l'année dernière, les choses n'ont pas été du tout comme d'habitude, donc on ne peut pas du tout en parler. On a en général une moyenne d'une grosse cinquantaine de réussites, une grosse cinquantaine de pourcents de réussite en première année. Ce qu'il faut savoir, c'est que 50%, c'est 50% des inscrits. Or, il y a des gens qui se sont inscrits et qui, dès le 4 septembre, ont arrêté de venir. Ils ne sont pas venus aux examens, ils ont 0 partout, ils ont assisté à rien du tout, d'accord? Mais ça rentre dans les chiffres. 50%, c'est vraiment du brut. 70% des assidus, ça ne veut pas dire 70% de ceux qui sont venus régulièrement en cours et en TD. Ça veut dire 70% de ceux qui sont au moins venus aux épreuves d'examen, qui sont venus à la fac, d'accord? Ça ne veut pas dire ceux qui sont venus vraiment à tous les cours. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une vraie corrélation entre vos taux de réussite dans une année et la présence en cours en TD et en TP. D'accord? C'est-à-dire que quand on vient et qu'on travaille un petit peu régulièrement, on réussit bien. D'accord? Donc, je vous ai mis aussi un petit tableau pour vous montrer la triste réalité des choses, c'est-à-dire que quand on a un bac professionnel, par exemple, le taux de réussite dans notre licence, c'est 0%.
Voilà, c'est des choses qu'il faut savoir. La formation, elle n'est pas adaptée, la marche, elle est beaucoup trop grande, et du coup, ben, c'est trop compliqué, et on n'a jamais personne qui réussit. Les bacs technologiques ont un très mauvais taux de réussite, mais ça existe. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un bac technologique qui est motivé et qui a des compétences, il va pouvoir y arriver. Lui, il va pouvoir franchir la barre. D'accord? Mais par contre, les bacs professionnels, c'est vraiment... On n'a jamais un étudiant qui a réussi avec un bac professionnel. Il y a une question? En parlant de réussite, et vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, Mme Léon, quel autre conseil, en dehors de l'assiduité au cours, vous pourriez donner à un étudiant qui souhaite réussir en licence chimie, enfin, au travers de l'un des deux portails? Le travail régulier. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas se laisser déborder par les choses et faire le premier mois en se disant « Bon, allez, on verra ça à la Toussaint, je rattraperai ça, je m'y mettrai, j'arrête d'aller en cours, de toute façon, je suis perdu. » Il faut vraiment travailler régulièrement. Et c'est pour ça qu'on a instauré de plus en plus de contrôle continu dans nos filières, parce qu'on pense que c'est vraiment le secret de la réussite de travailler régulièrement. C'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire de travailler beaucoup, mais il est nécessaire de travailler régulièrement, et puis aussi de ne pas faire d'impasse. D'accord? De ne pas dire « Bon, allez, je travaille que les maths et je m'en sortirai bien. » Vous avez vu les coefficients, il y a quand même des coefficients non négligeables sur le reste, et on ne peut pas s'en sortir en travaillant qu'une matière. Donc, pour les passerelles et les réorientations, à la fin du premier semestre, vous pourrez faire une demande de réorientation en faisant une demande de changement de portail. À la fin de la première année, donc du deuxième semestre, vous devrez choisir la mention qui correspond au portail dans lequel vous étiez. Si vous êtes dans physique-chimie, il faudra choisir physique ou chimie. Et à la fin du troisième et du quatrième semestre, c'est-à-dire en deuxième année, vous pourrez éventuellement changer de parcours sur avis pédagogique du responsable de la filière. Vous aurez un rendez-vous, il regardera vos notes et il vous dira s'il pense que c'est jouable ou pas. J'en profite là pour vous dire que il y a des différences assez importantes entre nos différents portails sur les capacités d'accueil et sur ce qu'on appelle la tension des portails, c'est-à-dire le nombre de places par rapport au nombre de candidats. Il est, par exemple, pour ce qui concerne la licence de chimie, il est beaucoup plus difficile de rentrer en licence, en portail sciences de la vie chimie qu'en portail physique-chimie. Le portail physique-chimie, en général, il y a des places jusqu'au mois de septembre. En procédure complémentaire, il y a souvent de la place, donc c'est plus facile d'y rentrer. Donc ça peut vouloir dire, si vous voulez absolument faire une licence de chimie, que si vous voyez que vous n'êtes vraiment pas pris en sciences de la vie chimie, bah, vous pouvez peut-être, même si vous auriez préféré faire moins de physique et moins de maths, passer par le portail physique-chimie en procédure complémentaire pour aller en licence de chimie. Ça veut dire aussi qu'en fin de premier semestre, quand on vous dit qu'on peut changer de portail, en théorie on peut changer de portail, mais ça reste sujet aux capacités d'accueil. C'est-à-dire que si vous êtes dans un portail et que vous voulez aller dans un portail qui est déjà saturé, malheureusement, ils ne pourront pas accueillir un grand nombre d'étudiants. Quand un portail est saturé, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre en réorientation vers lui, en interne, autant qu'il va y en avoir qui vont sortir de son portail pour aller vers d'autres filières. D'accord? Donc, on peut normalement, en théorie, changer assez facilement de portail, mais en pratique, bah, c'est quand même lié aux saturations des portails. Et comme on fait vraiment un effort depuis 2 ans pour améliorer la qualité d'accueil des étudiants en L1, pour que les groupes soient moins chargés et pour qu'on travaille dans des conditions qui nous paraissent normales, parce qu'on a pendant quelques temps travaillé dans des conditions qui ne nous paraissaient pas normales. Du coup, on ne saturera pas un portail parce qu'on pense que c'est pas bon pour les étudiants qui sont à l'intérieur. Donc ensuite, vous avez une bibliothèque, vous avez un site internet, vous avez un portail pédagogique sur lequel vous avez beaucoup d'informations, vous avez vos profs qui vont vous mettre des cours, des supports de cours, qui vont vous mettre les poly-TD, qui vont vous mettre des liens vers des choses, qui peuvent vous mettre des petits tests pour vous entraîner, des choses comme ça. Il y a les associations étudiantes, il y a un service social qui est assez performant, d'accord, un service médical, etc. Et ensuite, du coup, pourquoi faire des études scientifiques? Pour faire des études scientifiques, il faut avoir le plaisir de comprendre. Il faut prendre du plaisir à comprendre les choses, il faut avoir envie de savoir comment ça marche,
D'accord? C'est vraiment le secret des études scientifiques. Il faut vraiment avoir cette envie-là de comprendre les choses. D'accord? Il y a des besoins, d'accord? Aussi bien en ingénieur qu'en enseignant, qu'en chercheur, il y a des besoins. Mais par contre, effectivement, il faut avoir envie d'avoir ce plaisir de comprendre. Comment on s'inscrit? Par Parcoursup, sur Internet, exclusivement par Parcoursup. On ne recrute pas hors Parcoursup. Donc, qui sont les enseignants que vous aurez en cours? Donc, vous avez des professeurs, vous avez des maîtres de conférences. Alors, maître de conférence, c'est très joli comme nom. On a l'impression que c'est mieux que professeur. En fait, c'est moins bien que professeur, d'accord? Maître de conférence, c'est le grade d'enseignant-chercheur, le premier, et ensuite, au-dessus, il y a le grade de professeur. Ces deux grades-là sont des enseignants-chercheurs, c'est-à-dire des gens qui font la moitié du temps de l'enseignement, l'autre moitié du temps de la recherche, et donc qui sont toujours au courant des dernières choses, des dernières nouveautés, qui sont vraiment acteurs du monde de la recherche. Et vous aurez aussi, alors en général pas en cours magistral, mais en TP voire en TD, des étudiants qui préparent une thèse, et qui sont formés à l'enseignement et à la recherche. Donc, si jamais vous avez des choses que vous voulez retrouver et que vous n'auriez pas vues aujourd'hui ou sur lesquelles je serais passé trop vite, sur le site de l'université, donc, vous avez l'onglet Formation. Quand vous cliquez sur cet onglet Formation, vous avez un onglet qui s'appelle l'offre de formation. D'accord ? Quand vous cliquez sur l'offre de formation, alors vous pouvez soit regarder toutes les offres de formation par domaine et essayer de trouver, soit vous avez un système avec des mots-clés, donc c'est quand même plus facile avec le mot-clé, donc moi j'ai mis le mot-clé chimie. Là, vous voyez que vous avez physique-chimie, parce qu'on a encore notre licence de physique-chimie cette année pour le L2, L3. Il y a licence de chimie et il y a un master de chimie, donc du coup j'ai mis la licence de chimie. Et là, vous avez un certain nombre d'onglets, vous avez la présentation de notre mention, vous avez l'organisation, vous avez le programme, vous allez donc retrouver le tableau que je vous ai montré avec toutes les heures d'enseignement, les coefficients, tout ça, vous allez les retrouver là, vous allez aussi retrouver le règlement des études, d'accord? Et puis vous avez un onglet contact, alors tout n'est pas encore rempli, hein, puisque comme notre L2, L3 n'existe pas encore, sur le L2, L3, les choses ne sont pas encore mises à jour sur le site de la fac, hein. Et donc si vous allez dans contact, ben, vous allez trouver tous les noms qui sont là. D'accord? Donc, responsable de mention de chimie, donc Emmanuel Léon, c'est-à-dire moi-même. Le responsable du portail physique-chimie, Monsieur Simas. Les responsables du portail sciences de la vie-chimie, Madame Chaudru et Monsieur Jean Voile. Et puis, les contacts administratifs, donc la secrétaire de scolarité du portail physique-chimie et la secrétaire de scolarité du portail sciences de la vie-chimie pour des questions plus d'ordre administratif, d'accord? Pour les questions très pédagogiques, il vaut mieux prendre contact avec le responsable de la mention. Et puis, nous serons présents aux journées portes ouvertes, dans le format dans lequel elles auront lieu en fonction du contexte sanitaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous y voir. Et donc là, si vous avez des questions, ben je suis là pour y répondre. J'ai l'impression que pour l'instant, nous n'avons pas d'autres questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les noter sur le chat. Hein, nous y répondrons, Madame Léon, en cours de présentation. Alors, je vous propose de laisser la parole maintenant à Madame Lorraine Auriel, en tant que professionnelle du secteur et consultante en chimie. Lorraine, est-ce que vous nous entendez? Oui. Oui, bonjour, merci beaucoup d'être présente, enfin en tout cas à distance. Voilà, je vous laisse la parole pour nous parler de votre métier. Donc pour cette journée de la découverte en chimie, donc moi j'ai un parcours, donc j'ai eu mon bac en 2014. Donc je vais vous parler un peu de mon parcours, comment je suis arrivée à ce que je fais aujourd'hui, les expériences et mon arrivée sur le marché du travail, ce que vous pouvez avoir en tant que journée type dans le domaine de la chimie après, les conditions de travail, les différents débouchés, même si Madame Lyon on a déjà parlé précédemment, et quels sont aussi pour moi les atouts pour réussir dans le domaine de la chimie. Alors au niveau de mon parcours, il est assez linéaire, puisque j'ai eu un bac S que j'ai eu donc en 2014, ça commence un peu à remonter. Ensuite, moi j'ai choisi le DUT de chimie que j'ai réalisé sur le campus d'Orsay.
Donc pourquoi le DUT chimie? Tout simplement parce que à cette époque-là, la fac était un peu plus en autonomie et que j'en voulais pas de cette autonomie-là, et que la prépa était pour moi trop compliquée. Donc j'ai choisi le DUT qui pour moi était le juste milieu entre être lâché tout seul et être dans les concours, tout ça. Suite à mon DUT chimie, j'ai fait une licence professionnelle en chimie analytique, donc c'est un domaine particulier de la chimie, tout simplement parce que j'ai voulu avoir un côté technique plus poussé, puisque la licence professionnelle, vous êtes en alternance pendant un an, donc il y a ce côté universitaire, mais également le côté professionnel qu'on commence à avoir de manière assez approfondie, et toujours ce suivi qui est assez continu, sachant que je l'ai également fait sur le lycée d'Orsay, donc c'est des profs que je connaissais déjà, qui me connaissaient également, et voilà, donc ça a été la poursuite pour moi logique. Et arriver enfin à une licence professionnelle, même si c'est une licence qui amène souvent à aller sur le monde du travail, moi j'ai voulu aller plus loin, tout simplement parce que j'avais les capacités, mes notes le permettaient et que je me sentais capable. Donc pour ça, j'ai choisi d'aller en master. Donc je suis partie de Paris, je suis allée à Toulouse faire un master en chimie analytique et instrumentation. Donc tout simplement pour pouvoir justement passer du côté technique au côté cadre et également approfondir les techniques que j'avais acquises durant les 3 ans passés. Les avantages de ce parcours, c'est que grâce à ce côté un peu plus technique, j'ai pu acquérir une année d'alternance complète, ce qui est quand même pas négligeable, puisque quand vous êtes sur le marché du travail, et ben, c'est différent de n'apporter aucun stage et d'avoir justement quelques expériences au préalable, même si c'est pas énorme. Donc j'ai eu cette année-là, plus 3 fois des stages qui allaient entre 4 et 6 mois, qui quand même, mis bout à bout, arrivent à avoir quelque chose d'assez concret. Ça permet également aussi de voir en fait, de voir si ce que vous apprenez à la fac vous correspond vraiment dans le monde du travail derrière. Au niveau du premier emploi, donc moi j'ai été recrutée en tant que consultante dans une entreprise de conseil. Donc le conseil, c'est un domaine qui n'est pas beaucoup abordé à la fac. Ça va être, d'une, c'est le premier recruteur des jeunes diplômés. Et ensuite, le conseil en soi, c'est que vous allez aller d'entreprise en entreprise leur apporter une expertise sur un point précis, sur une mission précise, sur un besoin précis d'entreprise. Donc souvent, moi typiquement, je suis spécialiste en chimie analytique, donc j'interviens dans des entreprises qui ont besoin justement de cette base-là. Ils me demanderont jamais de faire l'informatique alors que je suis pas du tout dans ce milieu. Après, le conseil, ce que je trouve très bien, c'est que c'est très formateur, puisqu'on change d'entreprise, on voit différentes tailles d'entreprise, différentes équipes, différentes manières de manager, toutes ces choses-là qui sont assez, pour moi, un grand avantage. Et ensuite, il y a aussi la capacité dans la boîte de conseil de développer différentes compétences, puisque même si vous intégrez une boîte de conseil pour une mission donnée, si jamais demain vous voulez changer un petit peu de domaine, voire typiquement moi j'ai un master purement chimie analytique, donc je peux travailler dans n'importe quel domaine. Donc voilà, si demain je veux passer de la pharmaceutique à la cosmétique, et ben il va y avoir des petites passerelles, les entreprises de conseil sont aussi là pour vous aider justement à ouvrir ces compétences. Après, les inconvénients des boîtes de conseil, c'est qu'on trouve la bonne entreprise, savoir que la boîte de conseil, même si c'est un domaine que j'apprécie particulièrement, c'est faire du chiffre malgré tout, avoir le plus de consultants pour pouvoir apporter le plus de chiffres à l'entreprise. Et quand vous êtes entre deux missions, si vous n'avez pas ce qu'on appelle l'intercontrat, si dure trop longtemps, l'entreprise n'avait pas forcément contente parce qu'on vous paye à rien faire. Et après, il faut aussi faire attention parce que les missions ne sont pas toujours adaptées. Typiquement, moi, ma première mission, après, ça a été aussi pour démontrer les capacités que je pouvais avoir. J'ai fait de l'Excel pendant 3 mois intégral. Donc, 3 mois d'Excel tous les jours de 8h à 18h, c'est un peu long. Donc, après, il faut savoir discuter avec ses managers, d'où l'importance de trouver la bonne entreprise pour pouvoir leur dire ce qui va pas, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, où est-ce que vous voulez aller, est-ce que vous ne voulez pas aller. Concernant d'une journée type, pour un contrat cadre, puisque moi j'ai un master, je suis passée au niveau cadre et pas au niveau technicien, on ne fait pas 35 heures par semaine, ça c'est pas possible, on fait souvent plus. Typiquement, moi mes contrats ils sont souvent de 39 heures, donc c'est-à-dire vous avez 4 heures de plus, mais après, comme vous êtes cadre, si jamais un jour on vous demande de rester 1 heure de plus ou 2 heures de plus parce que les analyses s'avancent pas, ou parce qu'il y a des réunions, parce qu'il faut régler des affaires dans le laboratoire, etc., vous ne pouvez pas vraiment dire non.
Mais après, à contrario, vous pouvez aussi, si jamais un jour vous faites, je sais pas, si vous faites 9 heures de travail dans une même journée, après, vous pouvez aussi les compenser sur les journées qui suivent après pour pouvoir réguler tout ce temps-là. Au niveau des différentes tâches, vous avez, dans le cadre de la chimie analytique, je précise bien, de la rédaction du protocole et de rapports, du suivi d'analyse, ou carrément faire vous-même les analyses quand il y a besoin, typiquement, je vais vous dire au niveau de des reprises, des rushs au niveau de l'entreprise, et si les techniciens ne suffisent pas, il faut aussi que vous mettiez la main à la pâte pour pouvoir justement aider le laboratoire à fonctionner. Après, vous êtes aussi chargé de tout ce qui est réunion d'équipe, gestion de laboratoire, gestion des stocks, formation de vos techniciens, etc. Donc, c'est un métier qui est assez transverse, puisque vous avez du laboratoire, également tout ce qui est, entre guillemets, paperasse à côté. Au niveau de mes conditions de travail, de manière générale, après ça dépend où vous tombez, dans quel type de boîte, quelle boîte, la renommée, etc. Au niveau de votre rémunération en début de carrière, elle sera entre 30 et 45 000 euros à l'année, qui correspond grosso modo à 9 000 euros, entre 9 000 et 2002 euros nets par mois. Et en fin de carrière, vous pouvez atteindre, dans le domaine du privé, entre 70 et 80 000 euros à l'année, voire plus, en fonction des boîtes dans lesquelles vous atterrissez, qui équivaut du coup à, en moyenne, 4 500, 5 000 euros par mois net. Au niveau des horaires, à savoir que sur la région parisienne, c'est mal vu de partir tôt, on va dire ce qui est. Donc souvent, les horaires sont un peu plus décalés, donc on commence entre 9h et 9h30, et en finissant 18h, 18h30, voire 19h, avec de manière générale 30 minutes de pause déjeuner. Donc c'est assez court, mais bon, on s'y fait. Et au niveau des environnements, vous pouvez avoir soit des laboratoires publics ou des laboratoires privés, et après c'est en open space ou en bureau en fonction de l'entreprise et de son mode de fonctionnement à elle. Les débouchés, donc ça a déjà été discuté au préalable par Madame Léon, pardon. Au niveau du privé, vous pouvez intégrer la pharmaceutique, le domaine dans lequel moi j'évolue, de la cosmétique, de l'agroalimentaire, du textile, de l'automobile, de l'environnement, tout un tas d'entreprises. Pour vous, c'est l'entreprise pharmaceutique, vous aurez tout ce qui est Sanofi, Pfizer, GSK, etc. Chaque cosmétique, ça sera tout ce qui va être L'Oréal, Chanel, toutes les cosmétiques que vous pouvez utiliser. Agroalimentaire, vous pouvez travailler aussi bien dans le domaine pur et dur type Danone, dans les yaourts, ou plus dans tout ce qui va être alimentaire, pour les cigarettes électroniques. Donc, ils ont aussi, pour les e-liquides dans les cigarettes électroniques, ils ont aussi un besoin de chimie. Dans tout ce qui est textile, tous vos textiles qui sont colorés ont besoin de chimie pour être contrôlés. L'automobile, donc pour toutes les voitures, PSA, Renault, etc. Et environnement, vous allez avoir aussi bien Airbus que Saint-Gobain qui travaillent dans l'habitat. Et dans le domaine du public, c'est aussi possible d'y rentrer. Donc vous avez le domaine des laboratoires des douanes et de la répression des fraudes. C'est un petit laboratoire, en soi c'est une grosse entité, mais c'est des petits laboratoires qui sont situés un peu partout en France. Donc il y en a à Paris, au Havre, à Lille, Marseille, Bordeaux, et encore quelques-uns il me semble. Donc voilà, donc eux ils vont pouvoir faire tout ce qui est entrée sur le territoire français. Typiquement, moi j'ai réalisé mon dernier stage universitaire chez eux dans le domaine des stupéfiants et des médicaments pour contrôler tout ce qui est arrivé sur le territoire français depuis Orly et Roissy. Suite à la douane, vous avez la police scientifique, donc, comme vous voyez typiquement dans les séries policières. Et enfin, tout ce qui est laboratoire universitaire. Et pour finir, pour moi, ce qui est indispensable pour réussir dans le domaine de la chimie, ça va être l'anglais. C'est une option qui n'est pas négligeable. Tous les documents vont être en anglais, toutes les revues sont en anglais, les réunions sont souvent en anglais. Si vous voulez intégrer un gros groupe international, l'anglais est venu, et c'est la langue officielle de l'entreprise. Donc voilà, donc ne lésinez pas sur l'anglais, c'est vraiment... s'il y a 2 CV identiques, mais il y en a un qui parle mieux anglais que l'autre, l'anglais sera privilégié. Et ensuite, au niveau des atouts de manière générale, il faut beaucoup de rigueur. Il faut être très organisé, vous ne pouvez pas faire de la chimie si vous êtes quelqu'un d'assez bordélique, on va dire. Il faut pouvoir s'adapter avec quelle équipe on travaille, pouvoir gérer la pression si jamais vous travaillez quelque chose, ça doit être typiquement avec la conjoncture actuelle, pour créer les vaccins pour les entreprises pharmaceutiques, il y a une pression derrière où il ne faut pas mettre trop de temps, il faut pouvoir faire vite, bien, et tout ça, et aussi pouvoir travailler en équipe, ce qui n'est pas toujours évident en fonction de son caractère.
Donc voilà pour moi, j'espère que j'ai été relativement claire et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour vous répondre. Merci beaucoup Lorraine pour ce témoignage et ces explications précises et riches. Et c'est intéressant effectivement de voir un des débouchés possibles des métiers de chimie. Il me semble un métier auquel on ne penserait pas forcément, qui est celui de consultant et qui offre de nombreux débouchés. Et bravo pour votre, Absolument. bravo pour votre parcours. Merci. Alors juste, oui, effectivement, vous parliez de l'anglais à la fin. Je voulais Oui. préciser qu'à l'université d'Evry, effectivement, l'anglais est obligatoire aussi bien en licence qu'en cursus de master. Hein. C'est quelque chose qui est vraiment indispensable. Et j'avais alors une question à vous poser. Quel conseil vous donneriez en plus à un étudiant qui souhaite s'engager aujourd'hui, enfin l'année prochaine, en chimie? Alors au niveau de mes conseils, ça serait de ne jamais abandonner, parce que si vous êtes persévérant, etc., ça paiera toujours et voilà. Après, dans tout ce qui va être dans le domaine universitaire, on préférera toujours quelqu'un qui est peut-être un peu moins fort. Moi, pour être honnête, j'ai eu mon bac, je crois que j'ai eu mon bac à 10,8 de moyenne générale, donc c'est pas non plus un bac extraordinaire, mais j'ai eu mon bac, mais l'avantage c'est qu'à côté, j'étais super assidue, enfin, voilà, quand j'avais des questions, j'hésitais pas à les poser, donc faut pas hésiter à poser des questions, aucune question n'est bête. Donc la persévérance et après le travail régulier. Il n'y a rien de mieux pour progresser dans les études que de travailler régulièrement. Et il vaut mieux travailler, même si vous avez des facilités, il vaut mieux travailler 1 heure par jour que d'avoir le week-end où vous devez travailler pendant 2 heures non-stop. Merci beaucoup. Merci. Alors, nous allons passer maintenant la parole à notre étudiant Quentin Papa. Est-ce que vous êtes là, Quentin? Oui, oui, tout à fait. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être également présent. Eh bien, je vous laisse la parole. Bonjour, je m'appelle Quentin Papa, je suis actuellement en 3e année de licence de physique-chimie. Alors moi par contre j'ai pas de PowerPoint, je suis désolé. Alors moi j'ai eu mon bac en 2018, un bac S du coup, je crois que je suis l'avant-dernière année où on a eu le bac S encore. Je n'ai pas eu de mention au bac parce que j'ai raté toutes mes matières littéraires. Néanmoins, ça m'a pas empêché une fois d'intégrer la licence de physique-chimie, d'avoir une mention à chaque année. Donc, comme quoi la mention au bac ne représente pas grand-chose par moment. Du coup, mon expérience de la première année, c'est quelque chose... on entend beaucoup de choses sur la première année, comme certaines personnes ont pu dire, comme Madame Lyon par exemple a pu dire, comme quoi on est beaucoup laissé à nous-mêmes, qu'on est tout seul un peu dans ce monde. Et je ne sais pas pour les autres universités, mais par contre à Evry, je trouve que c'est pas du tout le cas. Alors évidemment, quand on est en amphi, qu'on est 250 dans un amphi, évidemment le prof va pas connaître le prénom de tout le monde, mais une fois qu'on est en TD, qu'on est des groupes de 25 personnes, les professeurs en général vous connaissent tous, ils connaissent nos niveaux. Donc à Evry, je trouve qu'on est vraiment très bien pris en main. On n'est pas laissé. Après, une chose qui fait un peu bizarre, c'est que on n'a pas de devoirs, très très rarement, et du coup, souvent, on a une sensation de vacances quand on arrive à la licence. Et puis, il a eu les premiers DS, et là, on se reprend un peu une claque, on revient dans la réalité, c'est pas du tout les vacances, il faut travailler vraiment. Et alors, Madame Léon conseille de travailler tous les jours. Je pense, dans ma filière, enfin dans ma classe, je pense pas que tout le monde fasse ça. Honnêtement, ça doit être du 50-50. Il devrait y avoir 50% qui travaillent réellement régulièrement. Et je pense que c'est la meilleure méthode. Et l'autre pourcentage, c'est une semaine avant les DS ou les partiels, vont faire que travailler. Ce qui n'est clairement pas la bonne méthode parce qu'au final, une fois les partiels passés, on ne connaît quasiment plus rien. Donc, je devrais dire qu'il faut mieux travailler régulièrement, comme disait Madame Léon. Le temps de travail, les cours, en général, les CM, on a quand même des blocs de 3 heures. Donc selon les matières, ça peut être un peu dur, mais au final, on s'y fait. Autant en L3, en L1, pardon, on est dans des gros amphis, autant dès la L2,
Je sais que moi, mon année, je crois qu'on était en L2, 50 élèves. Du coup, on était déjà on est plus dans des amphis, mais dans des grosses classes. Alors, c'est déjà plus simple de suivre 3 heures de cours dans une classe au final. Et là, actuellement, en L3, c'est encore différent parce que suite au deuxième semestre de la L2, on s'est tous spécialisés, donc soit en chimie physique ou physique-chimie. On a moins de matières communes avec les physiques, et du coup, on peut se retrouver dans des salles en cours magistraux de 25 élèves, ce qui est clairement, limite, on fait que du TD. C'est du TD cours et du TD de travail, concrètement. Les difficultés rencontrées, qu'on peut rencontrer, c'est comme je l'avais dit, cette impression de vacances. Et parfois, peut-être aussi l'impression de ne pas se retrouver dans la filière, parce qu'en fait, contrairement au lycée ou au collège où on fait au final un peu toujours la même chose en physique-chimie, à la licence, les cours changent chaque semestre, autant dire que d'un semestre à l'autre, on peut se retrouver avec des cours totalement différents. Après, il y a beaucoup de cours qui reviennent parce qu'il faut approfondir. Par exemple, là, en troisième année, je suis à ma troisième fois où j'ai chimie organique. Du coup, chaque année, en gros, j'avais chimie organique, et là, du coup, on arrive à un niveau où on est beaucoup plus approfondi que par rapport à la première année. Du coup, parfois, on peut se dire, au premier semestre, ah là là, j'aime pas ce qu'on fait en physique-chimie, mais je pense qu'il faut quand même se laisser le deuxième semestre, parce que vu que les choses changent, on peut quand même plus se retrouver les matières. Par exemple, je sais qu'au premier semestre, on fait le portail, c'est ça. Et du coup, je sais que moi, j'avais des amis qui me disaient, oh là, c'est chiant, on fait de l'informatique, on fait des choses qui ont rien à voir avec la physique-chimie. Du coup, premier semestre, ça peut faire un peu peur. Mais en fait, au final, c'est bien parce que ça permet de découvrir plein d'autres choses et du coup, se réorienter. Et dès le deuxième semestre, on est spécialisé en physique-chimie, donc on retrouve très vite ce qu'on veut. Ensuite, je voulais aussi dire que quand on arrive dans le secondaire, pas dans le secondaire, après le bac, les professeurs ont souvent tendance à nous demander de choisir ce qu'on va faire et tout ça. Et souvent, il y a beaucoup d'élèves qui ont peur, une fois qu'ils vont rater leur première année, de choses comme ça. Et moi, je pense que c'est quelque chose à éviter. C'est pas un mal de changer. Par exemple, moi, ma copine a fait 3 licences différentes avant de trouver enfin ce qui lui convenait. C'est vraiment pas quelque chose de mal. Moi, sinon, dans ma filière, cette année, j'ai quelqu'un qui vient de l'armée, qui a fait 5 ans dans l'armée avant de se réorienter en licence. Quelqu'un qui a fait un DUT pour finalement refaire une licence. C'est pas quelque chose de mal de rater une année ou de perdre, on va dire, perdre 1 an ou 2 ans. Au final, c'est de savoir trouver ce qu'on veut faire. Et voilà. Ensuite, je voulais parler de la BU et tout ça. Alors, la BU, physiquement, je n'y vais jamais. Je suis allé peut-être au début en L1 parce que, voilà. Mais au final, le plus important dans la BU, je trouve, c'est le système numérique de la BU. L'université nous offre énormément de bases de données. Et c'est vraiment quelque chose de très important quand on demande de faire des recherches. Pouvoir avoir de telles bases de données à notre disposition, c'est vraiment quelque chose de formidable, je trouve. Alors même si la BU physique sert à beaucoup pour travailler, je trouve que la BU numérique est beaucoup plus intéressante. Ensuite, la vie universitaire. Personnellement, je ne le vois pas trop, surtout qu'en ce moment, en L2, et là maintenant, on a eu le droit au Covid-19, donc niveau vie universitaire, on est relativement limité. Néanmoins, il existe les fameuses fêtes étudiantes. C'est pas une légende. Après, il ne faut pas s'attendre à faire ça tous les samedis soirs. Hein. C'est des événements relativement occasionnels. Les démarches, stages et expériences de travail. Alors, les démarches, les stages surtout. Je sais que personnellement, en troisième année, on nous demande de faire un stage en janvier de 3 semaines. Et cette année, on va pas se mentir, c'est très compliqué de trouver parce que beaucoup d'entreprises ne travaillent plus, beaucoup d'entreprises
entreprises ont peur de prendre des stagiaires, même si on n'est pas rémunéré pour ce stage. Mais heureusement que les professeurs, vu que c'est avant tout des chercheurs, ont beaucoup de contacts en laboratoire et du coup, ils ne manquent pas de nous proposer des travaux. Quasiment tous les 2 jours au début, on avait des propositions de stage d'enseignants qui nous proposaient de venir travailler dans leur laboratoire. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire sur les licences? Encore une fois, j'ai envie de dire que pour moi, la licence de physique-chimie à Évry, c'est vraiment quelque chose... on se sent vraiment très accompagné. Chaque professeur est vraiment très attendu, très attentionné avec nous, je trouve. Ensuite, je pense que voilà, j'ai un peu fait le tour. Sans vouloir faire de la propagande, je pense que Évry est une université et que lui offrir sa chance, au moins pour les licences de physique-chimie, c'est pas regretter son choix. Voilà. Merci beaucoup, Quentin, pour votre témoignage. Très intéressant et riche effectivement pour les futurs étudiants de physique ou de chimie ou de l'autre portail. J'avais envie de vous demander, alors vous êtes arrivé en 3e année, donc j'imagine que cette matière, cette formation vous plaît. Du coup, quelles sont les matières, enfin, qu'est-ce que vous préférez dans votre formation et pour lequel vous recommanderiez cette formation peut-être aux autres étudiants? Moi, mon parcours, en fait, avait pas mal de changements. Au début, au lycée, je me souviens, je voulais faire une licence de mathématiques. Puis j'ai pris l'aspect maths qui m'a totalement dégoûté un peu des mathématiques. Du coup, je me suis dit, qu'est-ce qui me reste? Qu'est-ce que j'aime encore? C'est physique-chimie. Donc, je suis parti en licence de physique-chimie. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que vu qu'on découvre plein de matières et plein de pentes, surtout de la physique-chimie, au final, parce qu'au lycée, on dit qu'on fait de la physique-chimie, mais pour moi, on fait pas de la physique-chimie, on découvre un peu les bases. Et je me souviens qu'arrivé à la première année, j'ai senti quand même que je commençais à me tourner vers la chimie. Puis ensuite, en 2e année, plutôt vers de la chimie organique, inorganique, ce genre de choses. Et là, cette année, moi, j'ai découvert la chimie macromoléculaire, tout ce qui est les macromolécules, les polymères. Et pour l'instant, c'est quelque chose vraiment qui m'intéresse énormément. Je pense d'ailleurs me tourner vers un master dans les polymères. Moi, par contre, je serais plus tourné vers les usines, donc vers un master professionnel. Ce qui est, j'ai l'impression, un peu rare en physique-chimie. En général, les gens de ma classe sont plus tournés vers le laboratoire, j'ai l'impression, vers la recherche. Donc, au final, c'est pas plus mal pour moi. Je vais pouvoir trouver du travail plus tard. Voilà. Merci beaucoup, Quentin. Moi, j'avais juste peut-être une dernière question à poser à Madame Léon pour rebondir sur ce que vous venez de dire, Quentin. Au lycée, on ne fait pas de la physique-chimie, on fait les bases. Qu'est-ce que vous en pensez, Madame Léon ou... Oui, c'est vrai qu'au lycée, en fait, on fait toutes les physiques et toutes les chimies, tout ça en même temps. En fait, on a un cours de physique-chimie. Alors qu'arrivé à l'université, on découvre qu'il y a au moins 4 ou 5 physiques différentes, 4 ou 5 chimies différentes, voire même plus. Et c'est vrai que quand on regarde finalement ce qui se fait au lycée, on se dit que c'est vraiment juste une sorte de découverte, quoi. Mais on ne peut pas dire qu'on connaisse vraiment les domaines de la physique et de la chimie au lycée. Voilà. Après, je suis complètement d'accord avec Quentin quand il dit aussi qu'on a le droit de se tromper. C'est-à-dire que si vous aimez la physique-chimie au lycée, bah, du coup, vous pouvez vous diriger vers là. Et puis, si jamais c'était pas vraiment ça et qu'arrivé à la fac, vous vous rendez compte que finalement, c'est pas ce que vous préférez, bah, vous pourrez toujours vous réorienter. Mais effectivement, c'est vraiment juste une découverte, on va dire, au lycée. Ouais. Quentin, une dernière question. Effectivement, vous avez évoqué, c'était intéressant, je trouve, vos idées de master après la licence. Est-ce que vous avez aujourd'hui des idées de métiers ou de débouchés professionnels, sachant qu'aujourd'hui, on a vu la diversité et la richesse, effectivement, des possibilités quand on fait de la physique ou chimie. Est-ce que vous avez des idées de métiers aujourd'hui? Des idées de métier, pas vraiment. J'ai toujours été quelqu'un qui travaillait beaucoup dans le flou pour l'avenir. Je viens un peu en décidant chaque année plutôt ce que je... Pour l'instant, je sais,
que je veux travailler en usine, dans la chimie macromoléculaire. En fait, j'ai vraiment cette envie d'aider à construire des choses à la fin, on va dire, de ma journée, d'avoir le réel impression d'avoir fait quelque chose, parce que en recherche, c'est plus compliqué. Parfois, on peut passer des semaines à travailler sur quelque chose avant de trouver quelque chose. Moi, c'est pas quelque chose qui me ressemblerait. Donc, je sais que j'avais demandé dans des entreprises comme Sanofi, donc qui est dans les médicaments, dans des textiles. Après, voilà, les polymères, c'est vraiment quelque chose qu'on trouve quasiment dans tout. Tous les plastiques, c'est du polymère, le PVC, beaucoup de fibres maintenant, c'est du plastique. Donc, moi, je sais pas vraiment quel métier faire, mais je sais que je veux vraiment travailler dans ce genre de choses. Voilà. D'accord, vous avez quand même déjà des idées assez relativement claires, je dirais. Hein. Mais, merci beaucoup. Ah, si Je vous en prie. on a une question qui vient d'apparaître sur le chat pour Madame Léon. Est-ce que les cours d'anglais dans les licences ou les masters sont des cours où on applique l'anglais à la chimie, la physique, ou est-ce que c'est l'anglais plutôt général comme au collège-lycée? Alors, ça dépend des années. On va dire que plus on avance et plus l'anglais est technique. Mais peut-être que Quentin peut mieux répondre que moi, d'ailleurs, à cette question-là. Je pense quand même que plus on avance dans les années et plus l'anglais est plus technique et moins généraliste. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la même enseignante d'anglais en fait qui prend souvent la licence de chimie. C'est-à-dire qu'en fait, elle est un peu entre guillemets spécialisée dans l'anglais scientifique, quoi. Donc après, en première année, il y a quand même de l'anglais un peu plus généraliste. Elle essaye aussi beaucoup de faire des groupes de niveau en anglais pour du coup pouvoir s'adapter en fonction de son public. Très bien, mais écoutez, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Je vous propose effectivement, avant de se quitter, de vous donner nos prochains rendez-vous qui vont s'afficher à l'écran. Alors, prochain rendez-vous, donc la journée porte ouverte de l'Université d'Évry, qui aura lieu le samedi 6 février 2021. C'est l'occasion pour vous de venir rencontrer les enseignants et des étudiants dans les filières, différentes filières qui vous intéressent. Et nos prochains rendez-vous dans le cadre des mercredis de la découverte, c'est le 6 janvier, mercredi 6 janvier 2021, STAPS et DUST. Le 13 janvier, ce sera les mercredis sur la socio et l'histoire. Et enfin, le 20 janvier, sur la formation Sciences pour l'ingénieur. Et physique. Ouais. Et peut-être physique, effectivement, le 20, mais à confirmer. Mais écoutez, il me reste aussi à vous remercier beaucoup pour votre participation à cette conférence. Et nous vous souhaitons à tous de très belles fêtes. Merci, bon après-midi, au revoir.